dans Enquête exclusive qui vous fait pénétrer ce soir dans un monde assez peu connu, celui des prisons françaises. Selon sa définition, la prison est un endroit clos aménagé pour recevoir des délinquants ou des prévenus en instance de jugement. Dans notre société contemporaine, la prison est connue de tous comme un lieu de détention ayant pour but de punir ou de faire payer le crime commis. Ce soir au sommaire, plusieurs témoignages, dont ceux d'un magistrat, d'un prisonnier et d'une sociologue, pour nous renseigner un peu plus sur l'univers carcéral. Nous allons maintenant découvrir ce que cachent certaines prisons françaises, même s'il est vrai qu'elles ne sont pas toutes comme cela. Enquête exclusive est donc allée enquêter dans l'une des pires prisons de France pour nous montrer l'horreur que peuvent vivre certains détenus. Munis de caméras, introduites illégalement dans la prison de Fleury-Mérogis, au sud de Paris, un détenu a filmé l'intérieur de celle-ci pour nous dénoncer ses conditions de vie. Ça, c'est les douches extérieures qu'on utilise l'été après avoir fait du sport. Ça ressemble pas à des douches ça, mais plutôt à une poubelle. Maintenant, voici l'état de nos douches intérieures. On est autorisé à 3 douches par semaine et on dispose seulement de 10 minutes pour se laver, pas une de plus. Les douches sont dégueulasses et puent le moisi. Et puis la moitié sont en panne, on doit souvent se les partager à 3, comme pour les cellules. Ah, c'est la cour où on peut s'entraîner, courir et faire du sport. C'est ici aussi où on subit le plus d'agressions de la part des autres détenus. Alors la plupart du temps, on s'isole dans nos cellules pour faire de la muscu ou des pompes. On peut s'acheter à manger, mais pas cuisiner. Alors pour éviter de bouffer froid, on fait des réchauds à la main à l'aide d'une serpillière trempée dans l'huile qu'on fait brûler pour faire cuire nos aliments. Ça, c'est notre paquet mensuel de toilette. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Voilà 2 rouleaux de papier toilette, un paquet de mouchoirs, un savon, 2 rasoirs et de la mousse à raser. Si avant la fin du mois on n'a plus de PQ, on se débrouille ou on paye. Eric, 26 ans, incarcéré depuis 2 ans maintenant, nous raconte son quotidien en tant que détenu. Au-delà des conditions de vie dans lesquelles il est plongé, il est aussi confronté à d'autres éléments négatifs, qui d'après lui, peuvent rapidement conduire vers la déchéance. La prison de Fleury-Mérogis fonctionne avec un règlement intérieur digne d'un régime totalitaire. Les médias et tout n'ont aucune connaissance de ça. Un détenu, à l'origine, ça doit juste être privé de liberté, pas de ses droits, ni de sa dignité, ni de son intégrité. Mais on a rabaissé plus bactères et traité comme des chiens. Les surveillants nous rabaissent sans cesse et nous font comprendre que nous ne sommes rien. Et encore, pour moi, le petit blanc, j'ai un traitement dit normal, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres détenus d'origine étrangère auxquels on réserve un traitement spécial. Les surveillants n'appliquent pas la loi en vigueur dans les prisons, ils font les leurs. Faut dire qu'on est plongé dans une violence physique et psychologique dès qu'on arrive en prison. Ici, c'est la loi des forts et des faibles qui s'impose, ceux qui sont là depuis longtemps et les petits nouveaux comme ils disent. Les faibles subissent une grosse pression, ils sont mis à l'épreuve non-stop et ils sont frappés par les plus forts. Les violences, ça s'arrête pas. Il y en a beaucoup qui tombent en dépression. À mon arrivée, quand je croisais d'autres détenus, certains me mettaient une table derrière la tête pour me foutre la pression. Moi, fallait que je fasse mes preuves, c'était le seul moyen de se faire une place ici. Ça a été dur, fallait toujours que je sois soumis à eux pour pas me faire défoncer. Alors souvent, je m'isolais. Au fur et à mesure, ils ont fini par m'accepter. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Certains vivent en enfer pendant tout leur séjour. Il y en a beaucoup qui tombent en dépression. Ils veulent plus sortir de leur cellule, ils ont peur de tout, et ils font des tentatives de suicide. Comme il n'y a pas beaucoup de psy en prison, les problèmes mentaux ils peuvent pas être réglés. Pour moi, 50% des prisonniers sont concernés par ces problèmes. En plus de la violence, on est totalement déconnecté du monde réel. Ah, ça fait un bail que je demande un parloir, mais j'en ai toujours pas. On n'a aucun contact avec l'extérieur, on sait pas ce qui se passe, on n'a pas d'accès à l'information. Je pense que ça va être dur quand je vais sortir. Parce que dehors, plus rien sera comme quand je suis rentré en fait. J'ai eu quelques échos de la sortie. Ça a l'air super dur car personne nous y prépare. Déjà, faut trouver du boulot pour recommencer sa vie. Je sais qu'il y en a pas mal qui récidivent. Ça doit être une solution de facilité ou tout simplement de la faiblesse. Je pense que ceux qui sont préparés avant leur sortie recommencent pas. Mais si t'es pas prêt, t'es foutu. Rosa Pérez, une célèbre sociologue renommée et spécialisée dans le domaine carcéral, va maintenant nous évoquer la valeur d'exemplarité que la prison procure aux prisonniers ainsi qu'à la société. Aujourd'hui,
Quand on parle de valeur d'exemplarité de la prison, il faut distinguer plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est l'aspect le plus connu dont il faut parler. Le but de l'incarcération est de dissuader les membres d'une société de commettre des crimes. La prison doit empêcher un individu de passer à l'acte. La possibilité d'être incarcéré doit être un obstacle infranchissable pour commettre un crime ou un délit. En matière pénale, il suffit de constater que, depuis que les contrôles routiers sont plus nombreux et que les punitions qui en suivent sont plus importantes, on peut voir le comportement des automobilistes changer et être dissuadé de rouler en infraction à cause de la punition qu'ils peuvent encourir. Cet effet dissuasif est d'ailleurs le premier argument des pro-peines de mort. Ils pensent en effet qu'elle permettrait de dissuader plus que la prison. Dans le cadre de la dissuasion, la prison joue un rôle sur la société, mais aussi sur les anciens détenus. L'incarcération est une épreuve qu'il est impossible de revivre et qui devrait donc prévenir la récidive, car un ancien détenu ne doit pas concevoir le fait de revivre cette expérience. C'est d'ailleurs pour cela que certains États alourdissent beaucoup les peines pour les récidivistes. Un autre aspect de l'exemplarité doit être évoqué quand on parle de l'exemplarité de la prison ou du système pénitentiaire. Certains détenus sont pris pour exemple ou modèle. Quand un détenu bénéficie d'une remise de peine grâce à son bon comportement, le système carcéral espère que les autres détenus essaieront de copier ce comportement, qui est exemplaire, pour pouvoir sortir plus tôt et mieux se réinsérer. En somme, l'exemplarité s'appuie sur le comportement rationnel des êtres humains. Or, le comportement de l'homme ne l'est pas toujours, et encore moins lorsqu'il s'agit de criminels. Myriam Zilberman, vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, va nous évoquer de façon succincte le rôle réparateur de la justice par rapport à la société et aux victimes. La justice pénale a essentiellement, mais pas uniquement, une fonction réparatrice. Cette fonction réparatrice, elle s'exerce à deux niveaux. Pour protéger la société, d'une part, et pour protéger bien évidemment les victimes, d'autre part. En ce qui concerne la protection de la société, la fonction réparatrice de la justice s'exerce au travers du ministère public, qui requiert des peines éventuellement d'emprisonnement à l'encontre de la personne qui a commis une agression ou une infraction. Cette peine d'emprisonnement, lorsqu'elle est prononcée, a pour vertu de mettre l'individu à l'écart du groupe social, et c'est en cela qu'elle est réparatrice, et d'autre part de punir bien évidemment l'intéressé. Mais la justice est également réparatrice pour la victime, puisqu'elle a subi un dommage, qui peut être à la fois un dommage d'ordre physique, en cas d'agression physique, ou un dommage d'ordre moral, ou encore un dommage d'ordre matériel. Pour cela, la justice condamne l'intéressé, c'est-à-dire l'auteur de l'agression, à des dommages et intérêts qui répareront les divers types de préjudices que je viens de citer. Jessica, 20 ans, récente victime d'une agression, témoigne. Je me suis fait agresser il y a 3 mois dans la rue. Et la police a retrouvé mon agresseur. Il s'est fait juger et a été condamné à 2 mois de prison. On m'a appris qu'il était sorti récemment. Depuis, j'ai peur de sortir toute seule. C'est vrai que le fait qu'il soit enfermé entre 4 murs me rassurait. Maintenant, je crains sans cesse qu'il ressurgisse et me réagresse, pour se venger. Comme il a été en prison par ma faute, je pense que le fait qu'un criminel soit en prison permet à la victime, mais aussi à sa famille, d'être rassurée et de se sentir protégée, en quelque sorte. Enquête exclusive s'est intéressée à la vision que la société avait des anciens détenus. Pour cela, nous avons une seconde fois recueilli les propos de la sociologue Rosa Perecht. La société dans laquelle nous vivons pose sur les prisons un regard plutôt négatif. La plupart des gens pensent qu'une personne étant incarcérée ne mérite pas d'être considérée comme un individu normal. Le détenu ayant commis une infraction contre la société est considéré par les citoyens comme une personne forcément malsaine. Donc, premièrement, la peur pousse les gens au rejet, car une personne déjà incarcérée suscite la crainte. Un ex-détenu n'est pas forcément guéri après sa sortie de prison. En général, les gens ont peur qu'il s'attaque à eux ou qu'il leur porte préjudice. À cela vient s'ajouter le rejet, disons, moral de la personne. En France, une partie de la population rejette un ex-détenu pour le punir une deuxième fois de l'acte commis qu'il ne cautionne pas. Le retour à la vraie vie s'avère alors très compliqué. Dans la vie professionnelle,
La méfiance et les a priori sont le premier frein à l'embauche, mais ils le sont aussi dans la vie sociale et privée. La peur et le dénigrement sont dus aux actes du criminel ou délinquant, mais aussi à l'inconnu que représentent les prisons. Très peu de gens savent comment cela s'y passe, l'ambiance qui y règne, la psychologie des détenus, leur histoire. Mais on refuse de savoir comment cela s'y passe réellement. C'est un sujet tabou et l'inconnu suscite la peur mais aussi le rejet. Sans une connaissance du milieu carcéral, il est difficile de comprendre un ancien détenu, même de s'en approcher ou d'avoir confiance en lui, ou de créer des liens sociaux quels qu'ils soient avec lui. À cause de nombreux préjugés que se fait la société, mais aussi de la haine et de la peur qu'ils ressentent envers eux. On a pu voir que la prison est réellement un gros problème de société qui a malheureusement traversé les siècles et reste d'actualité. En littérature, elle était déjà abordée à son époque par Victor Hugo, notamment avec Claude Gueux ou Les Misérables. Elle figure aussi dans de nombreux films, avec récemment Un prophète de Jacques Audiard, où il met en scène Malik El Djebena, un jeune délinquant condamné à 6 ans de prison. On peut penser que le traitement en masse de ce sujet à travers la culture et la littérature permettront peut-être un jour de casser l'image péjorative de la prison. Cette émission a été réalisée par Fiona Perry, écrite par Arthur Van der Echt, Elsa Garros et Fiona Perry. Dans un instant, la suite du programme. Bonne soirée sur M6.